sommes de retour sur TV Finance, nous sommes de retour dans le live de TV Finance, c'est l'heure désormais d'ouvrir notre rubrique économique qui aura des relents géopolitiques évidemment, et pour ce faire je suis en plateau avec Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien. Juste avant de commencer votre interview, je tiens juste à rappeler que le CAC 40 dévisse moins qu'à l'ouverture, qu'il cède 2,95% quand il cédait 4,5% à 9h04. Philippe, donc nous sommes dans un contexte d'invasion de l'Ukraine par les forces russes. On a vu hier, et c'était ce que nous avions préparé, qu'on devait commenter la première salve de sanctions occidentales à l'encontre de la Russie. Quelles sont selon vous les nouvelles salves, le nouveau paquet de sanctions qui pourrait être voté et soumis à la Russie ? Bon, là, on s'en va probablement vers un gel des avoirs de toute personne qui sera considérée comme ayant une responsabilité dans l'opération militaire en cours. On sait que les avoirs personnels de Vladimir Poutine n'avaient pas été touchés par le premier train de sanctions, contrairement à certains députés qui ont voté notamment communistes de la Douma. Bon, là, je pense que il s'attaque au patrimoine personnel de Vladimir Poutine, je ne sais pas trop ce qui peut en ressortir. L'Europe avait menacé donc de couper la Russie des interconnexions bancaires planétaires SWIFT. Autrement dit, donc, on ne peut plus payer avec sa carte bleue si on va en Russie. Je pense qu'il n'y a pas y avoir grand monde qui va y mettre les pieds dans les prochaines semaines, mais en tout cas, pendant un certain temps, la Russie sera coupée de SWIFT. Alors que la Russie et la Chine tentent de développer un équivalent qui n'est pas encore complètement opérationnel, mais peut-être qu'on va en reparler parce que là aussi c'est un enjeu majeur. On va reparler effectivement du rôle de la Chine qui finalement n'est pas très clair, mais alors justement... D'autres sanctions, puisqu'il faut terminer avec ça, probablement que toute livraison de pièces électroniques à la Russie, en provenance des États-Unis ou d'Europe, ça va être stoppé, ce qui peut être effectivement embêtant, notamment pour Renault, dont nombre de composants viennent des États-Unis, pour Avtovaz notamment. C'est pour ça que je pense que Renault ce matin doit être une des valeurs les plus secouées. Voilà, parce que c'est quand même des centaines de milliers de véhicules qui vont se retrouver peut-être bloqués sur les chaînes, parce que je pense qu'ils vont très très vite avoir épuisé leur stock de pièces, parce que c'est comme ça que fonctionnent tous les constructeurs, hein, c'est flux tendu, donc si d'un seul coup les livraisons sont stoppées, voilà, il y a l'industrie automobile, et puis naturellement pour la Russie, ils vont être obligés de se tourner complètement vers la Chine, le Vietnam éventuellement, mais qui ne produisent pas les puces de très très haute performance telles que celles qu'on importe par exemple de chez TSMC, ou celles que peuvent produire des Qualcomm pour nos portables, nos tablettes, etc. Ok, très clair. On reviendra. Alors j'ai une question qui vient, mais donc qu'on traitera après. Du coup, effectivement, j'allais vous poser la question, pourquoi est-ce que finalement, alors que ça avait été annoncé comme une mesure vraiment très importante, très contraignante pour les banques russes de leur couper l'accès au SWIFT, finalement, les autorités occidentales avaient décidé de maintenir SWIFT à disposition des banques russes. Pourquoi est-ce que ils avaient laissé ils laissaient accès aux banques, avoir accès à ce système? Parce qu'on savait, et Vladimir Poutine l'avait certainement fait clairement comprendre, si les Occidentaux coupaient SWIFT, avant que la Russie ait fait quoi que ce soit, ni annexion du Donbass, ni invasion, puisque c'est le terme qui s'impose, invasion de l'Ukraine, s'il a été sanctionné avant d'avoir fait quoi que ce soit, il allait effectivement déclencher les hostilités. Bon, voilà. Et du côté européen, on se gardait évidemment de nouvelles sanctions
contraignante, là pour le coup, oui, financièrement, ça aura un impact sur la Russie. Ça en a eu d'ailleurs un ce matin sur la bourse. Qui la c'est bourse 30%, 30% la bourse. J'ai vu 27, c'est 30. Ouais, 30%, 29,57. Ben voilà, donc ça continue, le temps que j'arrive ici, la chute a continué. Bon, là, c'est sûr que si quelques oligarques avaient laissé quelques billes dans le marché russe, là, je pense qu'effectivement, ça coûte assez cher, parce que si on est effectivement à moins 29, ça veut dire qu'on est à moins 50% par rapport, je crois que c'était le 4 ou le 5 décembre dernier. Alors moi j'ai une autre référence qui est le RTS, qui était à 1900, donc ce matin il est en dessous des 1000. Donc ça fait 50% de baisse pour le marché russe en l'espace de moins de 3 mois. Voilà, donc ceux qui avaient de l'argent en bourse en Russie... Après on sait que les oligarques russes ont tous leurs intérêts en dehors de Russie de toute façon. Oui, absolument. Donc, oui, tout à fait. Les fonds souverains, ils sont surtout à Londres, ils sont en Hong Kong. Ils ont acheté des clubs de foot, des entreprises, voilà. Exactement, les actifs sont plus en Russie. De magnifiques propriétés sur la Côte d'Azur. Voilà, on sait tout ça. On parlait de la Chine, on parlait du rôle de la Chine. Que fait la Chine en ce moment, Philippe ? Qu'est-ce qu'elle peut faire surtout ? Vous me disiez hier quand on préparait cette émission que potentiellement, si les Occidentaux envoyaient une force armée à l'encontre des forces armées russes, potentiellement ça pouvait ouvrir une porte à Taïwan pour les Chinois. Oui, la Chine a donc mis sur pied plusieurs opérations qui sont sur des galops d'essai, ce sont des jeux de guerre qui ont été filmés, diffusés d'ailleurs sur une chaîne chinoise que tous les gens qui ont des bouquets satellitaires ou des bouquets comme Canal par exemple, vous avez cette chaîne chinoise en français et ils filmaient des opérations de débarquement à Taïwan, mais donc c'était présenté comme tel, hein. C'était pas politique fiction ou quoi que ce soit, ou quelque chose fabriqué par les Américains en disant regardez, les Chinois se préparent à. C'était vraiment les Chinois qui se filmaient en train de préparer l'invasion de Taïwan avec des soldats qui étaient évidemment prêts pour ramener l'île dans le giron de la mère patrie, etc. Enfin, c'était lunaire. Et ça fait plus d'un an, même un an et demi maintenant, que les Chinois violent de façon répétée l'espace aérien taïwanais. Et en fait, depuis que Joe Biden était donné favori, il n'était même pas encore élu ni investi, les Chinois avaient déjà fait plusieurs provocations de ce type, envoyer des chasseurs traverser l'espace aérien taïwanais, donc des répétitions, parce que j'imagine que chaque fois que ces avions traversent Taïwan, ils doivent également prendre des photos, mesurer le niveau de riposte électronique au sol, enfin donc si les Américains s'impliquaient et l'OTAN s'impliquait en Ukraine, là ça serait vraiment une guerre massive, telle que Boris Johnson d'ailleurs nous la décrivait il y a même pas une semaine. Il nous disait Vladimir Poutine prépare l'opération militaire ou la guerre la plus dévastatrice depuis 1945. Alors Et l'invasion, effectivement, enfin cette invasion ukrainienne fait un peu penser à l'invasion des Sudètes par Hitler en 1938. Ceci dit, j'aimerais juste revenir sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire que les Américains pourraient s'engager sur le théâtre militaire. Ceci dit, on commence à comprendre que les Américains, l'opinion publique américaine en a marre de voir ses soldats mourir à chaque fois aux quatre coins du monde. On sait qu'ils considèrent avec du recul aujourd'hui que la guerre au Vietnam c'est une défaite, que la première guerre du Golfe c'est une défaite, que la deuxième guerre du Golfe c'est une défaite, que la guerre en Afghanistan c'est une défaite. Donc par la force des choses, on sait très bien qu'aujourd'hui les Américains n'enverront pas pléthore de soldats et de tanks, d'avions, etc. à la frontière russe, à la frontière russo-ukrainienne. Du coup, est-ce que les Américains ne vont pas rentrer dans cette guerre en réalité ? Ils ont envoyé 3000 GI comme ça pour faire bonne figure, mais on ne s'attend pas à ce que les Américains rentrent en conflit. Les Américains ont envoyé 3000 GI j'imagine qu'il y a du monde sur le sol ukrainien. Il y a forcément des observateurs américains, comme il y avait des observateurs russes dans le Donbass et en Ukraine depuis des mois.
les Américains, évidemment, une force de 3000 hommes face, j'imagine qu'il y en a déjà entre 180 et 200 000 autour de l'Ukraine, et la possibilité d'en ramener encore beaucoup d'autres très vite. 800 000 hein, l'armée, 800 000 fantassins. Voilà, donc on peut ramener par hélicoptère, par avion gros porteur, on peut ramener du monde en Ukraine, les déposer sur des terrains qui auront été sécurisés, ça peut aller très très vite. Le problème, c'est que l'Ukraine, c'est un pays en crise depuis fort longtemps, et même depuis avant le Maïdan. Je pense que le niveau d'inflation à fin février, ça sera quelque chose de l'ordre de 14% en Ukraine, avec des salaires qui ne suivent pas. C'est un pays dont le PIB a tendance à stagner, et qui représente, pour qu'on se fixe quand même les choses, c'est 45 millions d'habitants, et c'est un PIB de 170 milliards ou 168 milliards de dollars. C'est le 10e du PIB russe, qu'on se fixe les choses. Donc les Russes, ils sont 140 millions, peut-être même pas, et ils ont un PIB de 1700 milliards. L'Ukraine, c'est 170 milliards. Économiquement, c'est un vrai boulet. Ouais, ça n'a pas de sens, c'est une invasion purement idéologique en fait. En réalité, c'est pour changer probablement les dirigeants qui sont à la tête de l'Ukraine. Faut quand même pas oublier que M. Zelensky vient de nommer dans son état-major quelqu'un qui affiche clairement des sympathies nazies. Il y avait quand même aujourd'hui au gouvernement ukrainien, il y avait quelques personnages qui pouvaient difficilement être soutenus par les Occidentaux. Voilà. Et ce matin, j'ai entendu une déclaration très intéressante du candidat M. Roussel, communiste, qui a dit il faut condamner cette invasion. Le moment n'est pas de rechercher les responsabilités. Les responsabilités Là, je me suis dit, mais à quoi fait-il allusion là, pour l'instant, il y a un méchant dans l'histoire, c'est Vladimir Poutine, c'est l'agresseur, c'est un fauteur de guerre. Donc, il semblerait que, du point de vue de M. Roussel, il y ait des responsabilités partagées. Donc ça, je trouve ça très très intéressant comme petite phrase, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des responsabilités partagées, mais on sait que depuis 2014 et l'invasion de la Crimée, Vladimir Poutine dédollarise son économie. Du coup, c'était un signe avant-coureur quand même. Enfin, on sait maintenant que les sanctions économiques à l'encontre de son économie qui est dédollarisée n'ont plus vraiment de sens. Est-ce que, encore une fois, donc le cours de l'or prend presque 2% ce matin, il a amassé les réserves d'or. Du coup, est-ce qu'on ne pouvait pas quand même l'entre-apercevoir, cette invasion ukrainienne? Je vous avoue que... Et est-ce qu'encore une fois, c'est pas la Chine qui a tout gagné finalement, qui va devenir le premier partenaire économique russe, qui va devenir le premier partenaire bancaire ça l'était déjà. Est-ce que c'est la Chine qui, en ne faisant rien, finalement, ne se retrouve pas? On bascule, on est en ce moment dans un changement de paradigme, on bascule dans un basculement de puissance, c'est-à-dire que la puissance américaine est sur le déclin, que ce soit économiquement, militairement. La puissance chinoise prend de l'ampleur. Du coup, si on imagine la puissance chinoise s'allier à la puissance russe, ça fait un leader mondial incontestable, ça. Je veux dire, depuis même le Maïdan, si on voulait pousser la Russie à une sorte pas de mariage, mais de symbiose géopolitique et économique avec la Chine, on s'y serait pas pris autrement. On observe qu'il y a une identité de stratégie par rapport à la monnaie. Parce que c'est ça le cœur du problème. Et quand on parle de dédollarisation, on sait que là, on franchit une sorte de ligne rouge aux yeux des Américains. Ligne rouge, je crois, qu'avait franchi Kadhafi, qu'avait franchi Saddam Hussein. On sait ce qui leur est arrivé. Se annoncer ouvertement et se dédollariser ouvertement, il faut avoir un sacré arsenal nucléaire pour ne pas se retrouver déstabilisé très rapidement par les États-Unis. Donc la Chine amasse de l'or, la Russie amasse de l'or. Aujourd'hui, ce sont les secrets d'État les mieux gardés. On ne sait pas combien la Chine a de tonnes d'or. Les évaluations vont de 4005 chiffre plus ou moins officiel, à plus de 10 000 pour la Chine. Pour la Russie, on est probablement au-delà de 3 000 tonnes. Et la Russie
n'a quasiment aucune dette. C'est-à-dire que là, on ne peut pas sanctionner la Russie en disant vous n'aurez plus accès au marché de capitaux, vous allez donc faire faillite. Vladimir Poutine a bien tiré la leçon de la faillite de la Russie, je crois que c'était en 1997 ou 18. Et là, aujourd'hui, la dette fédérale russe, elle est de 13% du PIB. Alors nous, en France, on est à pas loin de 120. Les États-Unis, si on compte toutes les dettes, celles qui sont connues, les 30 000 milliards, plus tous les engagements ultérieurs pour les retraites des fonctionnaires qui ne sont pas aujourd'hui répertoriés en fait dans la dette d'État, les États-Unis sont peut-être à 130-150% de dette. Donc la Russie, là, elle est en l'espace d'une vingtaine d'années, s'est mis complètement à l'abri d'une coupure du robinet de liquidité occidentale. Parce qu'avec la Chine, ils vont pouvoir continuer de commercer. La Russie accumule des réserves en yuan, en euros et en or. Et c'est pour ça qu'ils se sont débarrassés du dollar. C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Voilà. Et alors, ils continuent quand même d'en engranger, les dollars. Parce qu'avec un pétrole monté à 97 $ hier, 102,50 maintenant pour le Brent. Donc on va probablement voir le WTI aujourd'hui passer la barre des 100 ou tutoyer la barre des 100. Vous imaginez les recettes en dollars de la Russie, qui est le 3e exportateur, peut-être même le 2e. Je vous coupe, Philippe, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Il y a une dernière question que j'aimerais vous poser, qui est en lien avec les sanctions occidentales à l'encontre de la Russie. C'est la mise à l'arrêt du début de l'exploitation de Nord Stream 2, le gazoduc géant qui devait relier, qui relie, techniquement, il relie la Russie à l'Allemagne. Oui. Hier est tombée une statistique, c'est les statistiques d'inflation. En Europe, en zone euro, elles sont très importantes, 5,1%. Du coup, est-ce que les Européens ne se tirent pas une balle dans le pied en se privant de ce gaz-là cette privation va mathématiquement faire augmenter les cours, donc mathématiquement augmenter l'inflation. Du coup, ça c'est ma première question. Ma deuxième, est-ce qu'il n'y a pas un risque de stagflation, Philippe, en Europe sur l'exercice 2022 ? La stagflation, c'est quand la croissance de l'inflation est supérieure à la croissance du PIB. Là, en Allemagne, la Bundesbank l'a déclaré. Pour eux, techniquement, l'Allemagne est peut-être déjà en récession. En tout cas, la croissance est à l'arrêt, avec une inflation à 5,10. Dans l'Union européenne, l'inflation est à 5,6, en hausse donc, par rapport à janvier, qui était de 5,3. Mais avec des disparités importantes, puisqu'on doit avoir quelque chose comme 8% d'inflation en Belgique, et quand on regarde du côté de Malte ou du nord de l'Europe, on est plutôt à 2,5%, 3%. Donc l'inflation est bien là. Là, les prix du gaz, évidemment, vont s'envoler. Alors, en ce qui concerne Nord Stream, ce tuyau n'était pas en exploitation, il n'était pas certifié. Il devait être inauguré il n'était pas novembre prochain. Oui, absolument. Mais il y avait déjà, la décision a déjà été prise par Annabelle Baerbock, la ministre écologiste, mais qui est aujourd'hui aussi aux affaires étrangères. Donc, le Nord Stream, on n'avait pas encore ouvert le robinet. Donc c'est-à-dire que Nord Stream ne délivrait pas de gaz, donc il n'y a pas d'un seul coup de manque à ce niveau. C'est sauf qu'on avait calculé qu'à partir de novembre, il y aurait cet approvisionnement qui permettrait de compenser une pénurie, parce que c'est exactement ce qui se passe en Allemagne, quand les éoliennes sont à l'arrêt et qu'il fait gris le matin, il n'y a pas 1 kilowatt qui sort des panneaux photovoltaïques. Donc l'Allemagne a besoin de beaucoup de gaz. L'Autriche, c'est la plus dépendante du gaz russe, puisque je crois que c'est plus de 75%. Et c'est le GNL qui va remplacer. Et alors le GNL, ça coûte 2 fois plus cher. Voilà, l'inflation est là. Et alors, non seulement, il est déjà beaucoup plus cher aujourd'hui, là, avant la crise, avant l'invasion de l'Ukraine, donc il va encore fortement
augmenter parce que la demande mondiale va évidemment, tout le monde va essayer de se couvrir. Le Qatar a dit qu'ils ne peuvent pas fournir ce dont l'Europe a besoin. Et pourquoi? Parce que les unités de fabrication du GNL au Qatar, elles sont en cours de construction par Technip Energies, donc elles ne sont pas encore opérationnelles. Il n'y a pas assez de méthaniers pour aller des États-Unis à l'Europe et ramener tout ce qu'il faut. Et en plus, là, quand les méthaniers arrivent en Europe, s'ils étaient tous d'un seul coup en file indienne pour Hambourg, pour Rotterdam, pour où vous voulez, pour Saint-Nazaire, on s'aperçoit qu'on n'a absolument pas aujourd'hui les moyens d'accueillir plus de dégazéifier ce gaz-là. Plus de 2 méthaniers à la fois, et on n'a pas les moyens non plus de transformer ce gaz liquide, d'en faire un gaz à exploitation industrielle. Donc il se pose énormément de problèmes techniques, vraiment très très pratiques. Et puis, en plus de ça, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine s'attaque à l'Ukraine aujourd'hui? Ça tombe vraiment mal, puisque les réserves de gaz en Europe sont les plus basses qu'on ait eues depuis 5 ans. On est à peine à 60% des capacités de stockage souterrain. 60%, c'est extrêmement faible. La norme, c'est 75%. Et on est là, à fin février, on est 30%. Les réserves sont 30% plus basses qu'elles ne l'étaient en février 2021, avec un hiver qui à l'époque était beaucoup plus rigoureux. Donc c'est-à-dire que si on avait d'un seul coup une vague de froid là au mois de mars, ça tomberait vraiment très très mal. Donc je ne sais pas si M. Poutine a tenu compte de ce fait, mais c'est vrai qu'on était vraiment là les plus vulnérables au niveau énergétique. Ok, très clair. Merci beaucoup Philippe pour l'ensemble de vos explications et votre temps. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site internet La Bourse au quotidien et que malheureusement on est tenu par le temps, mais que vos explications, on aurait aimé les avoir encore. Du coup, je vous donne rendez-vous bientôt sur TV Finance sur notre plateau. Avec plaisir. Avec plaisir. On marque une pause, on retrouve tout de suite la minute pédagogique et on se retrouve après. À tout de suite sur TV Finance.